Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition dont voici les titres. Nous ouvrirons ce journal avec la célébration d'un anniversaire, les 150 ans de la Société des Bains de Mer. Une garden party était organisée sur la place du Casino. Mieux lutter contre l'autisme, c'est l'objectif de l'association Mona qui a réuni son premier comité d'experts en présence de la princesse Charlène. Un lâcher de ballons lumineux dans le ciel de la Principauté ce week-end. Nous reviendrons sur cette belle opération qui va permettre d'aider les enfants en difficulté. Quelle équipe pour représenter les couleurs rouges et blanches en Ligue 1 la saison prochaine? On fera le point sur le recrutement des joueurs de l'AS Monaco. C'était l'événement du week-end en Principauté, la célébration des 150 ans de la Société des Bains de Mer. À cette occasion, la place du Casino s'est transformée en jardin éphémère pour un dîner sur l'herbe. Au programme des festivités, plusieurs concerts, des expositions et des projections. Retour sur ces 2 jours d'exception avec Émilie Rousseau. 1863-2013, voilà maintenant 150 ans que François Blanc a créé la Société des Bains de Mer sous l'impulsion du prince Charles III. À travers ces célébrations, les dirigeants ont voulu mettre en lumière le caractère unique du resort pour faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de la SBM. Et pour ce faire, ils avaient prévu un week-end d'exception associant musique, cinéma et gastronomie. La SBM a honnêtement, si on regarde sur ces 150 ans, très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais on a été très souvent précurseurs. Et c'est ça, c'est cet esprit qu'il faut garder et essayer d'anticiper ce qui va arriver dans le monde et être un peu à l'avance. Il ne faut pas être suiveur, il faut être précurseur. Et je crois que la SBM a été très souvent précurseur dans son temps. Alain Ducasse a donné le coup d'envoi des festivités avec son dîner sur l'herbe en référence au tableau de Manet peint en 1863, soit la même année que la création de la SBM. À cette occasion, la place du Casino s'était transformée en jardin éphémère pour accueillir 550 convives. Et il aura fallu du temps, pas moins de 18 heures de travail, pour recouvrir cette place légendaire de verdure. La mise en place est simple, il s'agit de réaliser un rêve en 24 heures. Alors vous savez, c'est l'histoire de la baguette magique. C'est ça le rêve. On s'est dit on va faire revenir la place du Casino à ce qu'elle était il y a 150 ans. C'est-à-dire une grande prairie avec des oliviers, des plantes indigènes du secteur, au milieu d'un champ de vigne. C'est exactement l'image d'il y a 150 ans. Alors pour ce faire, dans un milieu urbain qui est souvent un peu austère, on s'est dit pourquoi pas, avec l'aide de la Lune, faire pousser de l'herbe et des pâquerettes. Et c'est ce que nous avons fait dans une nuit. Autre temps fort des célébrations de ce siècle et demi d'histoire en Principauté, les concerts à la Salle Garnier. Là encore, le choix de la programmation n'est pas anodin avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le pianiste chinois Lang Lang, la nouvelle voix du jazz, Jimmy Cullum, et Dame Shirley Bassey. L'idée sur le fond, c'était de faire un lien entre ce qui est notre passé et ce qui est le futur à travers de beaux artistes, à travers l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui par lui-même existe, il est presque plus ancien que la Société des Bains de Mer, l'orchestre est un peu plus ancien, et de montrer que dans notre société, on continuait à créer, à amener de beaux artistes, de nouveaux artistes. Le cinéma était également à l'honneur avec Monte-Carlo fait son cinéma, un film retraçant tous les tournages qui ont eu lieu en Principauté, de Sacha Guitry à Iron Man. Le lendemain, c'est Rod Stewart qui a clôturé ce week-end d'exception avec un concert à la Salle des Étoiles. Le 15 novembre 2012, l'association Mona voyait le jour en Principauté. 8 mois plus tard, Monaco Against Autism a réuni son tout premier comité d'experts au Novotel. Patricia Navarro y assistait. Soutien à des projets innovants à l'hôpital Lanval à Nice ou en Pologne, répondre aux besoins des personnes devant faire face aux problèmes posés par l'autisme, sensibiliser l'opinion publique. En moins d'1 an, l'association Monaco Against Autism a multiplié les actions. Mais au concret s'ajoute également la réflexion. Mona vient d'organiser son premier comité d'experts en présence de la princesse Charlène, présidente d'honneur de l'association. Une journée d'échange entre les plus éminents spécialistes mondiaux dans le domaine de l'autisme. Je pense que c'est une journée très particulière et très importante pour Mona, pour Monaco et pour l'autisme bien entendu et pour les enfants. Nous avons réussi à ce que de nombreux scientifiques provenant du monde entier viennent nous aider
pour continuer notre action, pour la prolonger. Et le chemin à construire est très très long et nous devons y aller étape par étape. Ça, c'est notre point de vue. Aujourd'hui, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé d'assez exceptionnel, parce qu'on peut dire que tous ensemble, nous avions un désir, une envie de créer quelque chose, de créer un nouveau mouvement pour l'autisme. Le comité d'experts est composé de professeurs et chercheurs dont l'objectif est de déterminer quels pourraient être les projets soutenus à l'avenir par Mona, tout en faisant le point sur les avancées récentes. Parmi les intervenants, certains sont venus de très loin pour participer au comité. Robert Fendling, de Baltimore aux États-Unis, a repris la chair de l'homme qui a découvert l'autisme. Le plus important lors de cette réunion, c'est la source d'inspiration qu'elle a représentée. Tous les savoirs étaient différents, les approches scientifiques différentes. Chacun a cette passion et cet engagement pour faire quelque chose de bon, de juste et que l'on puisse partager. En cela, Mona est vraiment une association unique avec un très gros potentiel. Elle a des perspectives globales dans son approche pour aider les jeunes autistes, mais elle a aussi vraiment cette envie à travers cela de rendre la vie meilleure. Je pense que c'est une opportunité fabuleuse pour nous d'avoir une organisation comme Mona qui rejoint cet effort global pour mieux comprendre et améliorer la vie des gens qui sont autistes. Moi, je suis basé à Cape Town, en Afrique du Sud, et je pense que c'est remarquable de pouvoir comparer comment les différentes parties du monde s'intéressent à ce problème. Il faut partager nos connaissances et l'expertise de chacun sur l'autisme. On voit le contraste avec des endroits comme l'Afrique et les régions développées du monde. Je crois que Mona peut aider à jouer un rôle très important pour toute la communauté et les réseaux qui travaillent sur l'autisme pour comprendre l'autisme et trouver les meilleurs traitements. Je suis très honoré d'être associé à cette démarche. À l'issue de cette première réunion du comité d'experts, tous les participants ont convenu de se revoir très rapidement. Les fondateurs de l'association ont réaffirmé leur volonté de rester indépendants et ouverts pour proposer aux enfants autistes ce qu'il y a de mieux pour les aider à évoluer. Ils ont également rappelé qu'ils articuleraient leurs actions autour de 3 axes: formation, recherche et soins. L'association Mona devrait par ailleurs apporter son soutien à un symposium sur l'autisme qui sera organisé en août 2014 à Durban, en Afrique du Sud. Un congrès d'envergure devrait également voir le jour à Monaco en 2015 ou 2016. Vous le savez, c'est la période des traditionnelles remises de diplômes. Ce sont les grands élèves de l'Université internationale de Monaco qui se sont vus décerner le précieux sésame vendredi au Grimaldi Forum, une cérémonie à l'américaine. L'association Les Enfants de Francky organisait un flashlight samedi sur le quai Albert Ier, une gigantesque vente de ballons à l'occasion du concours international de feux d'artifice. L'événement baptisé Une lumière pour une vie a permis de récolter des fonds qui seront reversés aux enfants malades de la région. Parlons de football à présent, c'est officiel, l'AS Monaco jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Et pour préparer au mieux son retour dans l'élite, le club de la Principauté a été très actif pendant ce mercato en recrutant pas moins de 8 joueurs. Le dernier en date s'appelle Jérémy Toulalan. Le milieu de terrain a signé un contrat de 2 ans avec les Rouges et Blancs. Je vous propose de l'écouter. C'est un peu le même objectif que quand je suis parti pour Malaga. Parce qu'il y a des similitudes. Aujourd'hui, Monaco n'est pas en Ligue des Champions ou en Europa League. Et quand je suis parti à Malaga, c'était la même chose. On a fait une bonne saison à Malaga et on a réussi à se qualifier. Donc le projet est le même. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis venu ici. Tout le monde pense que quand je suis parti de Lyon, voilà, c'était une fuite par rapport à ce qui s'était passé, mais voilà, c'était un projet intéressant et la preuve en est, c'est que ça a marché, qu'on a fait une bonne saison, on a été performant en Ligue des Champions et justement par rapport à ça, moi je voudrais remercier les supporters et les gens de Malaga parce que pour moi ça a été 2 années extraordinaires.
Au niveau des émotions et au niveau avec les supporters, c'était quelque chose de très fort. Donc oui, je suis bien dans ma tête et dans mes pompes. L'autre événement de cette conférence de presse, c'est la signature d'Éric Abidal avec le club de la Principauté, un contrat d'1 an avec 1 année en option. Alors pourquoi le retour d'Éric Abidal en Principauté? Il explique son choix lors de cette conférence de presse. Pour moi, c'est particulier. Monaco, ça a été mon commencement à l'âge de 19 ans. J'avais vraiment pour objectif de revenir en Principauté. Énormément de souvenirs. Maintenant, voilà, je suis très content parce que ce soit Vadim, le président, ou l'ensemble des personnes du club, m'ont accordé cette confiance que pas mal de monde doutait de moi par rapport à mon état de santé. Maintenant, aujourd'hui, je suis très content d'être ici et en bonne santé. Le choix de Monaco, ça a été simple. Voilà, ça m'a permis de pouvoir boucler la boucle. J'avais vraiment cet état d'esprit de dire après Barcelone, vu le fait que je voulais continuer à jouer, je me suis battu pour continuer à jouer. Monaco, pour moi, était mon choix numéro 1. Après, voilà, c'est vrai que j'ai eu aussi pas mal de propositions d'autres clubs. Mais moi, je respecte ma parole. Je suis venu ici le 10 juin parler avec M. Vassiliev. Et voilà, il a très bien compris que mon choix, c'était de revenir à Monaco et qu'il pouvait m'accorder leur confiance. Idée de lecture à présent, Sandrine Nègre a rencontré Bernard Spindler. Après plusieurs ouvrages, l'homme de télévision et de radio s'est intéressé à la période de la Belle Époque sur le Rocher dans Jeux de dames à Monte-Carlo. Reportage. Un homme qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de Monte-Carlo de 1860 à 1915. Voici en substance de quelle manière le nouvel ouvrage de Bernard Spindler pourrait être décrit. La princesse Caroline, la princesse Alice, Sarah Bernard ou encore Coco Chanel, Colette et en particulier Marie Blanc sont à l'honneur. C'est la fille d'un petit maroquinier de Prusse qui n'était pas du tout faite pour ça. Qu'un jour, François Blanc convoque dans son bureau, et si la phrase est exacte, telle que mon ami Philippe Saint-Germain l'a citée dans des livres précédents, c'est d'une fille comme toi dont j'ai besoin, elle a 18 ans. Oui, donc elle est très jeune. Alors elle va aller à Paris où elle sera cornaquée, qui est un mot pudique, par un représentant du cabinet noir de Napoléon III qui ne va plus la quitter pendant des années, c'est le comte Bertoran, qui va la guider, et elle, dans les dîners, elle lit la presse économique, elle lit les journaux qui sont réservés aux hommes, on la regarde avec stupeur, elle est au courant de tout, et elle fait descendre du beau monde ici, et elle résout les problèmes. Dès qu'il y a un problème, il faut que ça soit résolu. La première fois que Monaco est dans une exposition internationale à Vienne, elle reçoit un télégramme de Bertorat qui lui dit « Le pavillon monégasque, il y a plein de gens, mais ils ne comprennent pas, il n'y a rien à acheter. À part l'huile d'olive et les parfums de citron et d'orange, au bout d'un moment, ça va, il n'y a pas d'artisanat. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle a réussi en l'espace de quelques jours à monter une filière avec un artisan qui n'est pas près, qui habite sur l'Atlantique, à le faire venir, à lui faire fabriquer des tonnes de petits objets, et elle envoie 2 wagons spéciaux à Vienne, et les gens se jettent là-dessus. Voilà, Marie Blanc, c'est ça. Marie Blanc, c'est le jour où à l'hôtel de Paris, on lui dit « Madame, les clients font un peu la gueule parce que les vins n'ont pas le même goût qu'à Bordeaux, et vous avez une explication ?»« Madame, nous n'avons pas de cave. » »« Faites une cave. »« Mais où, madame ? » »« Vous creusez sous mon hôtel particulier, qu'on voit d'ici, jusqu'à l'hôtel de Paris, 1 an et demi. Payé par son argent, en argent propre. » Jeux de dames à Monte-Carlo qui permet donc d'en savoir plus sur cette période où la principauté était en pleine évolution, le Monaco de la Belle Époque qui rayonnait sur le plan international. Moi, ce livre-là, je l'ai fait pour rendre justice aux femmes, parce que j'ai beaucoup pensé aussi à Sarah Bernard et à quelques autres. Il ne faut pas oublier que l'impératrice Eugénie, la femme de l'épouse de Napoléon III, était tous les jours au palais. Et qu'un jour, elle a failli avoir une attaque parce que sur les portes du casino, elle a croisé une petite brune excentrique qui avait l'air de ce qu'elle était, qui était la belle Otero. La belle Otero qui portait le collier de l'impératrice Eugénie, qu'elle avait racheté dans une vente chez Christie's. Enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Alors, c'est vrai que ça peut paraître ne pas faire sérieux, mais c'est quand même toutes ces femmes, et je regarde d'oublier la princesse Alice, qui a joué un rôle considérable, donc toutes ces femmes qui étaient soit d'anciennes danseuses du Folies Bergère, soit des princesses authentiques,
qui ont fait ce pays, qui l'ont fait avec la chance d'avoir eu 2 princes d'exception, qui étaient un Charles III et 2 Albert Ier. Ça aide quand même. Ça aide. Et qui étaient des visionnaires. Et après ces figures féminines marquantes, l'homme de radio et de télévision avoue se pencher depuis quelque temps sur un roman noir et un ouvrage pour enfants. L'École supérieure d'art plastique vient d'inaugurer une toute nouvelle exposition. Les œuvres de Gavin Turk seront visibles tout l'été dans l'enceinte du pavillon Bozio. Le vernissage s'est déroulé vendredi en présence du ministre d'État et du maire. Un concert particulièrement émouvant ce vendredi à l'ancienne salle du canton. Catherine Lara a prêté sa voix aux chansons de Léo Ferré. La célèbre chanteuse et violoniste a tenu à rendre hommage à l'artiste décédé il y a 20 ans en réinterprétant ses plus grands succès. Et toi, tu venais, Johan, chez nous. Le public a également pu découvrir quelques morceaux du dernier album de Catherine Lara au cœur de l'âme yiddish. Jusqu'au fond des étoiles, je suis restée petite, j'ai mis des limites pour me protéger des genoux écorchés. On referme cette page musicale pour parler météo. Le soleil brillera-t-il encore cette semaine sur la Principauté? Voici vos prévisions. Mardi, le soleil sera présent mais gêné par quelques nuages qui se transformeront en ondées orageuses dans la soirée. Mercredi, le ciel sera totalement dégagé en matinée, un peu plus voilé l'après-midi. Jeudi, le soleil dominera également mais il y aura toujours ce léger risque orageux en fin de journée. Les températures de saison seront comprises entre 24 et 27 degrés. Comme on l'a dit en début de ce journal, le week-end a été marqué par les festivités des 150 ans de la Société des Bains de Mer. On se quitte avec de belles images.